Les destins de l'Europe et de l'Afrique sont liés, vous êtes bien d'accord? Je pense que le destin de l'Europe et celui de la Russie sont liés, que nous devons travailler main dans la main. À bien des égards, le socialisme démocratique ou l'État-providence était formidable quand l'Europe détenait la plus grande part de la richesse mondiale, quand son industrie était tellement en avance sur tout le monde qu'elle n'avait rien à craindre de puissances émergentes, notamment asiatiques. Mais du fait de cette nouvelle concurrence, votre industrie, votre économie, vos travailleurs vont devoir s'adapter. En fait, le rêve des Chinois et des Indiens est largement de consommer comme nous. Notre cauchemar, c'est de devoir travailler comme eux. Notre cauchemar, comme occidentaux, c'est de nous retrouver de plus en plus minoritaires sur la planète. La première compétition est démographique. Et ce n'est que depuis 200 ans que l'Europe a décollé, suivie de l'Amérique du Nord. Mais les 200 dernières années de l'histoire mondiale ont été ce qui s'appelle une aberration historique. Et toutes les aberrations historiques ont une fin naturelle. En 2001, vous voyez, voilà deux couvertures du magazine The Economist. Vous connaissez The Economist. C'est un magazine anglais qui est très influent. En 2001, ils ont mis la couverture de Hopeless Continent, c'est-à-dire l'Afrique est le continent sans espoir. Moi, j'avais écrit au magazine pour leur dire, vous vous trompez. Je leur ai écrit une lettre, vous vous trompez. Je dis, vous n'avez fait une mauvaise analyse. Et en fait, leur article partait de ce qui se passait, les guerres en Sierra Leone et au Libéria. Et à partir de ça, ils avaient généralisé en disant, oh, l'Afrique, il n'y a aucun espoir, il n'y a rien du tout, l'Afrique, c'est fini, c'est perdu, c'est rien du tout, etc. J'ai écrit un article, j'ai écrit une lettre que j'ai envoyée à The Economist en essayant d'argumenter pour dire, non, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne connaissez pas le potentiel de l'Afrique. Ils ne m'ont pas répondu. À peu près au même moment, j'étais à Washington et il y avait ce qu'on appelait le National Summit on Africa, organisé par Obama, avec Madeleine Albright. Et ce qu'on disait dans ce moment-là, on parlait de l'Afrique, on disait a benign neglect. C'est-à-dire qu'on peut négliger l'Afrique et s'en passer. J'ai dit, mais vous rêvez. C'est les Américains, on dit oh, benign neglect. On peut négliger l'Afrique parce que l'Afrique ne compte pas, l'Afrique ne compte pas. Bon, j'ai dit, vous vous trompez. Rien ne peut se faire sans l'Afrique ici. Qui sont ceux qui ont compris que l'Afrique c'était l'avenir à ce moment? La Chine. Et rappelez-vous, si vous voyez, c'est exactement à ce moment que la Chine commence à venir en Afrique. Parce que les Chinois, c'est des stratèges. Les Chinois, c'est dans les années 2000 que les Chinois commencent à arriver en Afrique. Au moment où les Européens, les Occidentaux disent non, l'Afrique, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Les Chinois se sont installés parce que les Chinois, j'étais récemment, je suis revenu il y a je crois quelques semaines d'Éthiopie, et dans l'avion j'ai rencontré un Américain qui m'a fait cette révélation, qui m'a fait rire. Il me dit, les gens disent que, c'est un Américain qui parle, hein? Les gens me disent que le 21e siècle sera chinois. Mais les Chinois disent que le 21e siècle sera africain. Mais c'est vous les Africains qui ne savez pas. Donc, au début des années 2000, les gens disent non, non, l'Afrique c'est rien du tout, ça ne compte pas. Et aux États-Unis, on dit oh non, benign neglect. Vraiment, on se descend. Même ici en Europe, la France d'ailleurs, rappelez-vous, dit non, non, désormais on va se tourner vers l'Europe de l'Est. Si vous vous rappelez, c'est la période de l'ouverture de l'Europe de l'Est. On dit on va se retourner. L'Afrique, non, Sarkozy dit, Sarkozy dira plus tard, quand il était ministre de l'Intérieur, il se passe quand il est allé au Togo, il dit non, l'Afrique ne compte pas, etc. L'Afrique ne compte pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Le même journal, en décembre 2011, le même journal, voilà sa couverture. Il dit l'Afrique c'est le continent de l'avenir, Africa Rising. Le même journal qui 10 ans plus tard disait non, l'Afrique ne compte pas. Le voilà qui dit maintenant l'Afrique Rising. Et il y a mieux.
Vas-y. Juste le mois dernier, vous connaissez le 3 décembre, le Time, le journal Time. Peut-être qu'il y a encore un kiosque. Pour vous dire qu'il n'y a pas de solution à la crise économique mondiale sans l'Afrique. Et pourquoi cela? Et je vais clôturer ici sur ça. Pourquoi cela? Pour plusieurs raisons, et je veux en citer 3. La première richesse, c'est la démographie. La première richesse d'une nation, c'est sa démographie. Or, que nous disent les courbes démographiques? En 1960, 50, ouais, la population africaine était le tiers de la population européenne. Au milieu des années 90, on a eu l'égalité. En 2050, la population africaine sera de 2 milliards et elle sera 3 fois la population européenne. Donc, premier élément, la démographie. Et ce n'est pas que la démographie. Quand vous voyez la démographie, pour ceux qui ont fait un peu d'études sur ça, vous savez ce qu'on appelle la pyramide des âges. La population européenne est une population vieillissante. Et ce n'est pas pour rien qu'ici, vous voyez des problèmes de sécurité sociale, le problème des retraites. Parce que pour qu'un système de retraite fonctionne, il faut qu'il y ait plus d'actifs pour supporter les retraités. La courbe, la pyramide démographique en Europe est très désavantageuse pour les Européens. Il y a un vieillissement, et quand vous avez une population vieille, vous avez des problèmes de santé qui vont s'agrandir, vous avez des problèmes de soutenir des problèmes des personnes du 3e et même maintenant du 4e âge. Donc ça pèse lourd sur l'économie. Alors qu'en face, nous avons non seulement une population africaine qui est nombreuse, mais une population africaine qui est la plus jeune du monde. Je dis bien du monde. Et qui le sera longtemps encore, pendant plusieurs décennies. Quand je vous dis, je vous donne les statistiques des Nations Unies, soyez curieux, allez sur le site internet des Nations Unies, vous allez voir ces statistiques. Je ne sais pas si j'ai la courbe démographique, peut-être que je vais vous montrer la courbe. J'ai fait les calculs et j'ai tracé les courbes. Et cette population africaine, en 2050, va dépasser la population de la Chine. La Chine va dépasser, et de beaucoup, parce que la Chine aussi est vieillissante. Et la Chine est non seulement vieillissante, les conséquences de la politique d'un enfant font que la population chinoise est dans des conditions terribles. C'est pour ça que les Chinois, il y a une épargne en Chine, ce qu'on appelle une épargne en termes économiques, une épargne de précaution. Donc la population chinoise va vieillir, la population de Russie, n'en parlons pas. Non seulement la population de Russie va vieillir, mais la population de Russie va diminuer. Le Japon, encore plus grave. Donc nous avons un effondrement de la population du Japon qui non seulement va vieillir, mais va diminuer. En face, donc, nous avons la population africaine qui aura 2 milliards d'habitants, parmi lesquels la population, encore une fois, la plus jeune du monde. Et l'Afrique va dépasser la Chine, écoutez bien, de près de 500 millions d'habitants en 2050. Je n'ai pas dit 1 million ou 5 millions, ni 50 millions. Il y aura la population africaine. La deuxième population qui va arriver, ce sera la population de l'Inde. Et même là, l'Inde sera très loin par rapport à l'Afrique. L'Afrique va dépasser de l'Inde de près de 400 millions. Donc, premier élément qui, sur le plan potentiel, montre que l'Afrique a tout le potentiel qu'il faut pour être cette puissance économique et cette zone de prospérité, la démographie. C'est-à-dire que si quelqu'un venait de Mars et regardait la situation objectivement sur la Terre, et en disant quels sont les éléments qui permettent de mesurer la puissance, indéniablement, les éléments de puissance pensent en faveur de l'Afrique. Deuxième élément, vous avez la population et ensuite les ressources naturelles. Et là, je ne vais pas m'étendre longtemps parce que tout le monde sait. Pourquoi ceux qui disent que l'Afrique est pauvre? Si l'Afrique est pauvre, pourquoi veulent-ils tous aller en Afrique pour s'aimer les guerres vers là où il y a au Congo, ou même aujourd'hui ce qui est en train de se jouer au Mali? Parce qu'il y a des ressources naturelles. Et j'ai fait une étude sur 14 matériaux stratégiques
en termes de réserve, l'Afrique arrive premier sur tout. Donc, vous savez que par exemple, en diamant, l'Afrique possède près de 80% des ressources de diamants connues. En termes de production, l'Afrique sur les 14, j'ai dit dans 14, l'Afrique arrive premier en termes de réserve partout. Et en production sur les 14, l'Afrique arrive premier, sauf sur un où l'Afrique est deuxième. S'il y a un continent qui pouvait avoir une autonomie en termes de ressources, ce serait l'Afrique. Et ne parlons pas des ressources énergétiques. Vous savez que déjà aujourd'hui, l'Afrique fournit autour de 28 à 30% du pétrole qui va aux États-Unis d'Amérique. Parce que l'Amérique a semé suffisamment le désordre qu'il y a vers l'Irak, vers le Golfe Persique. Comme c'est une zone trouble, l'Amérique a tout avantage à se positionner vers l'Afrique. Pourquoi? Vous savez que l'Afrique, de Dakar à New York, c'est plus court que de New York à Los Angeles. Donc, si vous êtes sur la côte atlantique et vous savez que tout le golfe de Guinée en Afrique, c'est comme une éponge de pétrole. Donc, il est plus facile de prendre le pétrole en Angola, au Cameroun, en Guinée, et de le transporter aux États-Unis d'Amérique, que d'aller chercher le pétrole, même en Arabie Saoudite, où c'est une zone qui est devenue très hostile, et il faut passer par l'Iran et tout ça, le détroit d'Ormuz, où vous pouvez avoir des troubles. Donc, la position africaine est une position centrale et incontournable. Donc, premier élément de ressources naturelles, élément de la population démographique, deuxième élément, les ressources naturelles, troisième élément, les espaces. Est-ce que les gens peuvent... quelle est la superficie des États-Unis d'Amérique? S'il y a des gens qui savent. À peu près. Combien? Exactement. 9 millions, à peu près 9 millions 5. Bien. Et la superficie de la Chine? 9 millions 700 000. Exactement. La Chine et les États-Unis, c'est à peu près la même taille. Et quelle est la superficie de l'Afrique? 30 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez la Chine, vous rassemblez avec les États-Unis, l'Afrique est encore, ça n'atteint pas la moitié. Donc c'est vous dire les ressources, la dimension de ce continent immense. Mais pour réaliser le potentiel de ce continent, puisque j'ai parlé en termes génériques de l'Afrique, il n'y a que l'unité de l'Afrique qui peut le faire. Tant que les Africains resteront fragmentés comme ils le sont, tant qu'ils regarderont les problèmes d'un pays comme ne les concernant pas, et qu'il n'y aura pas une unité structurelle politique de l'Afrique, nous ne pourrons pas avancer.